Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. C'est la première conférence de cette réouverture de la Cité du Vin. Et nous sommes particulièrement ravis puisque nous accueillons ce soir Philippe Darrier, qui est professeur d'œnologie à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et nous accueillons cette conférence des vendanges du savoir. Donc, les vendanges du savoir est pilotée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. On est ravis de les retrouver. Donc nous sommes ensemble pour environ une heure et demie. Je vais laisser dans quelques instants la parole à Éric Géraud-Hérault de l'Institut des sciences de la vigne et du vin qui va donc vous présenter Philippe Darrier. En attendant, juste quelques questions pratiques. Donc, vous aurez la possibilité, à l'issue de la conférence, de poser des questions. On va faire circuler un micro-ballon dans le public. Et puis, pour les personnes qui sont en ligne avec nous depuis chez eux, donc sur Zoom, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions qui seront relayées à Monsieur Darrier, donc dans la partie Q et R de votre application en bas dans la barre d'outils. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Elles lui seront retransmises. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne conférence et à l'issue, d'ici 1 ou 2 jours, vous aurez la possibilité de revoir cette conférence en ligne sur le site de la Cité du Vin et sur le site de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bonne soirée. Merci Mélanie. J'ai le plaisir, bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt, excusez-moi, j'ai le plaisir de présenter donc pour cette édition des Vendanges du Savoir Philippe Darrier, sachant que Philippe Darrier est un des directeurs, un des grands caciques de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, de l'école d'œnologie de Bordeaux. Il a dirigé le laboratoire d'école d'œnologie, pendant une dizaine d'années, de 2011 à 2021, si je ne m'abuse. Et il est élève de Denis Dubourdieu, c'est-à-dire qu'il a fait sa thèse, Denis, avec Denis Dubourdieu, donc c'est sur les questions des arômes du Sauvignon, je crois, hein, du Sauvignon blanc. Et il a donc travaillé, donc soutenu sa thèse en 1993. Et puis après, il a continué ses recherches dans cette fameuse tradition, je dirais, de la recherche en œnologie, notamment pour ce qui est de la caractérisation des composés volatiles. Alors je regarde mon papier parce que je ne suis pas du tout spécialiste en œnologie, des composés volatiles odorants qui interviennent dans les nuances aromatiques de certaines variétés, donc tous les grands cépages que l'on connaît, Sauvignon blanc, Riesling, Merlot, Cabernet Sauvignon, etc. Donc cette caractérisation de l'expression des composés volatiles et puis aussi leur explication chimique et microbiologique. Voilà. Et donc ça, c'est tout l'objet des recherches au départ de Philippe pour ce qui est du domaine des cépages, mais il a travaillé évidemment sur les vins en particulier, notamment les vins liquoreux dont il va nous parler ce soir, mais aussi, on pourra lui poser des questions, sur des alcools comme le cognac. Et il le fait, et donc ce qui est intéressant, c'est que Philippe a une double casquette, c'est-à-dire il est à la fois scientifique, largement reconnu dans sa discipline scientifique, mais il est issu d'une grande famille de producteurs de liquoreux en Loupiac, si je ne m'abuse, hein, à Loupiac. Et donc, un peu comme Denis de Bourdieu en son temps, c'est-à-dire qu'il manipule à la fois les enjeux disciplinaires de la recherche, en œnologie en l'occurrence, et puis les enjeux professionnels. Et donc, comprendre à la fois les enjeux professionnels et les enjeux de la recherche pour proposer et mettre en place des recherches interdisciplinaires et partenariales, c'est un peu, je dirais, l'image de marque de Philippe Darrier. Et donc, on va bien le sentir d'ailleurs dans sa façon d'aborder les sujets de recherche et d'apporter et de comprendre un peu son ouverture scientifique. Je dis ça parce que j'ai travaillé avec Philippe, notamment sur ces questions des liquoreux, en tant qu'économiste, et moi qui ne comprenais rien à ce que c'était que cette fameuse pourriture noble et l'intérêt de travailler sur des vins sucrés dont on dit que le marché n'existe plus, mais en réalité, il existe largement, et on l'a montré avec Philippe à l'occasion de travaux en économie expérimentale. Et on a été plus loin grâce à Philippe qui nous a
un peu provoquer, nous les économistes, de dire mais regardez ce marché, mais étudions vraiment si vraiment ce marché est en décroissance et s'il l'est, pourquoi il l'est et quelles sont les caractéristiques qui font que les consommateurs vont s'intéresser à ce marché et finalement peut-être et sans doute continuer à l'adopter, mais sous quelles conditions. Évidemment, la condition à laquelle on a pensé avec Philippe quand on a mis en place ces marchés expérimentaux, cette étude un peu, ce travail de recherche interdisciplinaire entre l'économiste et l'œnologue, ça a été de se dire, moi c'était mon premier réflexe, c'est de dire on ne veut plus de sucre. Les vins liquoreux, dans l'image du consommateur, c'est le sucre. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas vraiment ça le problème. Donc je pense que Philippe va en parler, et il va parler aussi, et il m'a demandé de le faire en introduction, de parler un peu d'enjeu de ce que les gens attendent, ce que les consommateurs attendent, et ils attendent aussi peut-être un peu de naturalité. Et là, on a discuté beaucoup avec Sandrine Garbaille, que je salue. Je ne sais pas si Sandrine est présente dans l'amphi, mais certainement elle sera sensible à cette idée qu'on a captée de chez elle, qui était de dire, mais on va parler de la naturalité au consommateur à travers un logo, à travers une identification qu'on va appeler, je ne sais plus si c'était pourriture noble. Hein. On a vraiment garanti au consommateur que ce vin était issu de la pourriture noble. Vous savez que ce n'est pas obligatoire quand on fait des vins liquoreux, mais on s'est aperçu avec stupéfaction comment ça avait déclenché ce qu'on appelle du consentement à payer de consommateur, c'est-à-dire finalement le retour un peu finalement à la tradition n'était pas si mal pour relancer un marché qui finalement n'est pas vraiment en perdition. Et donc c'est là où toute la sélection, avec toute l'équipe de Philippe, des sélections des vins qu'on a comparés et qui ont été comparés à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique, gardait tout son sens et nous permettait d'aborder un sujet qui est une façon de travailler, je dirais, qui est propre à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Maintenant, Philippe, je vais te passer la parole. Tu vas pouvoir revenir sur tout ça, nous expliquer fondamentalement ce que tout cela veut dire. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric pour cette introduction. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne. Voilà, donc ce soir, une présentation sur les vins de Sauternes. C'est un nom emblématique, universellement connu. De manière plus générale, peut-être les vins liquoreux de pourriture noble. Et puis aussi parler, au travers de cette présentation, bien sûr d'œnologie, des arômes, hein, c'est mon domaine de spécialité, mais j'y suis sensible, des aspects qui concernent des travaux conduits par des historiens, des travaux qui sont conduits par mes collègues qui travaillent sur les champignons, les mycologues, parce que cette histoire de la pourriture noble, c'est tout cet ensemble. Voilà, donc juste quelques éléments introductifs. Je pense que vous avez tous entendu parler de Sauternes. Sauternes, donc cette appellation du sud de la Gironde, cette appellation historique, hein, connue partout dans le monde, qui a quand même valu d'être associée au premier classement du 1855 hein, pour le château d'Yquem, premier cru supérieur, les premiers crus et deuxième cru, avec le classement des Médocs. Hein, ce sont les deux seules zones de Bordeaux qui ont été classées en 1855. Et puis, à côté de Sauternes, eh bien, on a des appellations qui sont celles de Barsac, sur la rive droite de la Garonne, des appellations moins connues, mais qui produisent aussi des vins liquoreux de pourriture noble, de Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Cadillac. Voilà. Alors, ce contexte, c'est aussi celui d'un cru emblématique, Yquem. J'en parlerai avec respect. Je pense que c'est un bel emblème de parler d'Yquem quand on parle des vins liquoreux, parce qu'il y a une notoriété, une réputation, une qualité qui est toujours en rendez-vous, même si évidemment tous les autres vins sont avec Yquem et suivent Yquem. Alors, ces vins liquoreux de pourriture noble, voilà, ce sont des vins qui ont une première caractéristique, pour ceux d'entre vous qui les connaissez, peut-être les autres qui les découvraient, d'être des vins qui souvent sont des vins riches, complexes. Hein. Quand on parle de cette richesse, c'est pas la richesse en sucre nécessairement, parce que parfois elle peut même paraître peu présente. C'est d'abord une richesse dans la composante des arômes, une richesse dans la diversité des saveurs. Hein. Donc évidemment, il y a les notes classiques qui nous rappellent le miel, mais il y a
a aussi des notes de fruits confits et toutes des notes qui apportent aussi beaucoup de fraîcheur associées aux agrumes, des notes emblématiques d'orange, d'écorce d'orange confite. Ça fait partie de tonalités particulières dont on parlera dans les vins liquoreux qui contribuent à la qualité des arômes de ces vins. Ce sont vraiment des vins riches et complexes, on en parlera dans le détail. L'autre point quand même que je souhaite évoquer à propos de ces vins liquoreux, indépendamment de l'évolution de leur teinte, qui n'est pas nécessairement un signe d'une dégradation de la qualité, c'est le fait que ce sont des vins qui ont un potentiel de vieillissement parfois remarquable, extraordinaire, qui dépasse plusieurs dizaines d'années, hein, avec des vins que j'ai pu avoir le plaisir de déguster d'années 40, d'années 30, d'années 20 parfois, qui témoignent d'une fricheur, comme on la retrouve très rarement dans d'autres types de vins. Donc, je pense que ça mérite d'être dit. Alors, à côté de ces vins, eh bien, il faut aussi évoquer des aspects historiques. Des aspects historiques sur leur notoriété. Et là, il faut rendre hommage au travail qui a été conduit par nos collègues historiens, et en particulier le travail de Jean-Pierre Poussou, qui a été quand même le président de la Sorbonne, qui est un historien patenté, et qui récemment publié l'inventaire de la cave du restaurant Gautier au début du 19e siècle à Paris. Et qu'est-ce que montre l'analyse de cet inventaire? C'est celui que les vins les plus chers sont les vins liquoreux. Les vins liquoreux de Bordeaux, le Château d'Yquem en premier, mais aussi d'autres vins liquoreux européens, les vins d'Hongrie, de Tokaï, et puis les vins de l'Afrique du Sud, les vins de Constance, les vins dont on dit que Napoléon en consommait une bouteille par jour quand il était à Sainte-Hélène. Et ces vins liquoreux sont vendus, vous le voyez, à un prix qui est de 4 francs, pardon, tandis que les vins rouges, par exemple, de Lafite sont à 3 francs. Les vins bourguignons de tous ces crus emblématiques sont à 2,50 €. Donc, rappelez par cette diapositive le fait que ce sont des vins qui ont acquis une notoriété extraordinaire depuis le début du 19e siècle, à peu près jusqu'au milieu du 20e siècle. Ils l'ont toujours, mais aussi on le voit par les prix. Un autre exemple de ces prix, c'est l'extrait du tarif de la maison Nicolas de 1932. Donc je crois que c'est assez parlant. Sur la colonne de gauche, on voit le prix de vin rouge des millésimes 1922, 1921. Je pense que vous retrouvez bien tous les noms de ces grands crus. J'ai du mal à les voir moi personnellement. Voilà. Donc Aubryon, Mouton Rothschild, Ozone, voilà, entre 20 et 50 francs. Et puis vous voyez de l'autre côté le prix de vente des vins liquoreux. Premier cru, deuxième cru, vous voyez, Château d'Yquem, 100 francs. Il n'y a aucun vin qui atteint ce prix-là. On n'est plus dans ce contexte-là aujourd'hui. Donc ce sont des vins qui ne sont plus vendus au même prix que ceux auxquels sont vendus les grands vins rouges. Et peut-être une vision un petit peu pessimiste, c'est celle que témoigne Alexandre de Lursalus. Donc j'extrais cette phrase qu'il a témoignée dans un interview. Le Sauterne et les vins liquoreux subissent un désamour qui n'est d'autre qu'une profonde méconnaissance, en somme un malentendu. Donc on va essayer de vous apporter, et en particulier au travers des travaux qu'on a pu conduire avec Eric, le fait qu'il y a sans doute peut-être un malentendu, un oubli de ces vins. Alors moi je me rends compte aussi en tant qu'enseignant avec le fait que la génération Y, que je côtoie, voire la génération Z, porte un profond intérêt à ces vins. Il y a vraiment une génération qui apprécie de déguster ces vins liquoreux. Mais quel est de manière générale le regard des consommateurs? Donc au travers de cette question, je vais présenter quelques travaux que l'on a pu conduire avec Éric Jureiro, et en particulier une étude. Donc il est très modeste en disant qu'on a apporté toute la contribution, mais véritablement les bonnes questions, elles ont été posées par les économistes, en particulier par l'équipe d'Éric Jureiro. Donc cette étude, elle a concerné 130 consommateurs, donc hommes et femmes représentant toute la société. Donc c'est une première étude qu'on a conduite dans l'agglomération bordelaise avec la présentation de 4 vins qui étaient évidemment présentés sans qu'on puisse voir l'étiquette ou l'origine, du millésime 2015, donc 2 vins de la rive droite, 2 vins de Loupiac, et 2 vins de Sauterne, donc, qui avaient été sélectionnés à l'Institut des sciences de la vigne et du vin par un panel d'œnologues et de professionnels. Alors, le point clé sur lequel on souhaitait solliciter, sonder les consommateurs, c'était la façon dont ils jugeaient les vins en regard de leur richesse en sucre. Donc, un vin de Loupiac et un vin de Sauterne avec 70 grammes par litre de sucre, donc relativement peu riche en sucre. D'autres vins, donc Sauterne et Loupiac, à 110 grammes par litre. Et il y avait des caractéristiques de différence dans la complexité aromatique. En particulier, deux des vins étaient élaborés selon le schéma traditionnel de pourriture noble. Et quel est le résultat?
Le résultat, il est très clair, c'est que les consommateurs ont très largement privilégié, préféré les vins qui témoignaient de l'originalité, de la complexité, des caractéristiques aromatiques et du goût, et qui étaient les vins touchés par la pourriture noble, même si ces vins étaient plus riches en sucre. Donc ça veut dire que, au travers de la consommation de ces vins, comme l'a exprimé Eric, la question clé n'est sans doute pas celle de la richesse en sucre, et je pourrais vous en apporter la démonstration par une autre étude que je ne vais pas présenter ce soir parce que je n'en ai pas le temps. Donc on a fait en Bourgogne, avec des personnes qui avaient arrêté de consommer ces vins et qui nous ont témoigné que finalement, les vins qu'ils préféraient, c'était les vins qui étaient les plus sucrés. Donc, le point essentiel à retenir, c'est celui que finalement, les gens ne connaissent pas suffisamment ces vins et en fait, quand ils les découvrent, quand ils les dégustent, ils ont du plaisir et la richesse en sucre n'est pas le point bloquant. Voilà, un petit message, on espérera, ça portera des fruits. Alors maintenant, on va parler de la pourriture noble. Alors d'abord, évoquer le fait que j'en ai été très surpris, que la pourriture noble, donc qui associe deux mots complètement contradictoires, on parle d'un oxymore, donc en général, tout ce qui est pourri n'a aucune raison d'être noble, en fait était une forte source d'inspiration littéraire. Donc j'ai été très surpris de voir l'ensemble de ces romans écrits qui portent ce terme de pourriture noble. Il y a même une revue anglaise qui s'appelle Noble Rot, qui publie mensuellement des articles, pas que sur les vins doux, mais de manière très générale. Alors cette parenthèse étant faite, ce que je vous propose, c'est que l'on se penche sur la pourriture noble en tant que phénomène qui va se produire sur les raisins, un phénomène qui va se produire dans un cadre qui est celui de la surmaturation. Donc la surmaturation, c'est le contexte premier dans lequel le raisin a mûri, il a accumulé ses sucres, et puis la surmaturité, c'est le contexte où il va continuer à accumuler des sucres et beaucoup d'autres choses, on va le voir, tandis que son poids diminue. Le raisin commence à se flétrir. C'est ça le cadre de la surmaturation. Et donc, quand on parle de la surmaturation des raisins, il y a tout un tas de vins qui y sont associés. Alors j'essaye de passer à la diapositive suivante. Non, ça va peut-être venir. Voilà. Donc il y a une grande diversité de vins qui sont élaborés à partir de raisins surmûris, des raisins surmûris et qui vont se dessécher. On emploie le terme de dessiccation ou le terme de passerillage. Alors quand on parle de ces vins-là, il faut d'abord parler des vins pour lesquels ce phénomène de flétrissement des raisins se produit sans pourriture noble sur les ceps. Donc les raisins mûrissent, surmûrissent, et les raisins flétrissent, et on va les récolter à partir de ce stade-là. C'est aujourd'hui le cas des vins de Constance, en Afrique du Sud, qui sont élaborés à partir de muscade d'Alexandrie, qui est flétri, qui est surmûri. Et puis, plus proche de nous, c'est le cas des vins de Jurançon. La pourriture noble est parfois présente à Jurançon, mais rarement. Et puis ensuite, le contexte des vins élaborés à partir des raisins surmûris après la récolte. Et donc, on voit ces grappes qui sont soit posées à même le sol, évidemment dans des endroits où il ne pleut pas pour pas que ça se dégrade, ou qui sont suspendues à des fils. Et là, quand on parle de ces vins, ce sont des vins très intéressants dont je vous recommande aussi la découverte. Le vin de Commandaria, qui sont des vins liquoreux très renommés de l'île de Chypre. Donc ce sont des vins doux très concentrés, avec un très grand potentiel de vieillissement. Et puis des vins du sud de l'Espagne, de Pedro Jiménez, qui sont des vins doux aussi, produits donc, à côté des vins de Jerez. D'autres vins ensuite sont élaborés en France à partir de raisins récoltés et qui ont flétri, qui ont surmûri dans des chambres particulières. Donc c'est le cas des vins de paille, donc parce que traditionnellement on laissait les grappes de raisin déposées sur de la paille avant de les presser et de faire la vinification. Mais c'est le cas aussi en Italie de beaucoup de vins liquoreux, de beaucoup de vins doux. C'est le cas de vins doux au final, donc des passito, avec deux exemples, en particulier les Recioto della Valpolicella ou Moscato di Scanzo, qui sont des vins remarquables, élaborés à partir de ces raisins flétris. Et puis, il y a un autre cas de figure de raisins pour lesquels il y a aussi un processus de surmaturation qui, là, va attendre la période hivernale, le gel. Donc, c'est des produits qui, historiquement, étaient élaborés en Allemagne, en Autriche, avec les hivers suffisamment froids, donc les Eiswein, et qui maintenant sont surtout élaborés, donc c'est
était pour eux, cette région-là, ce pays-là, une découverte du vin. Donc au Canada, au Québec, en Colombie-Britannique, ce qu'on appelle les ice wine. C'est-à-dire que la récolte s'effectue avec de raisins congelés en période hivernale, en général fin décembre, début janvier. Donc de raisins qui n'ont pas été altérés jusqu'à ce moment-là et qui sont pressés pour donner des jus très concentrés. Donc nous, ce dont on va parler très spécifiquement, c'est les vins élaborés avec le développement d'une pourriture qui concerne bien sûr les vins de Sauternes, comme on en a parlé, les vins aussi de Loupiac pour la plupart des cas, ou Sainte-Croix-du-Mont, mais concerne aussi des vins d'autres grandes régions. Donc en France, dans la vallée de la Loire, je mentionne l'appellation d'origine contrôlée Bonzo, mais je pourrais aussi parler de Quart-de-Chaume. Les sélections de Grenoble en Alsace, voilà, une sélection de vendanges tardives. Et puis, on peut aussi parler de ces grands vins liquoreux dans la région historique de Tokai, dans le nord-est de la Hongrie, donc parmi sans doute les plus anciennes références d'élaboration de ces vins. Et puis aussi dans la vallée du Rhin, dans la vallée de la Molède, avec ces vins élaborés à partir de raisins flétris, qu'on appelle avec l'abréviation de TBA, Trockenbeeren Auslese, des raisins flétris avant d'être vinifiés. Voilà, donc on va surtout parler de cette dernière catégorie de vins au travers de la pourriture noble. Alors, cette surmaturation avec la pourriture noble, brièvement, pour ceux d'entre vous qui connaissez, je vous prie de m'excuser, mais peut-être que pour ceux d'entre vous qui découvrez, c'est bien. Le premier attendu, c'est d'abord d'avoir des raisins qui arrivent à maturité et qui sont sains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'altération par d'autres pourritures, d'autres maladies sur les raisins. Donc dans ce contexte-là, et puis dans un contexte de conditions climatiques particuliers, il y a un développement tout à fait naturel au travers un processus microbiologique, donc d'un champignon. Donc on va parler de ce champignon abondamment. Voilà, dire que ce champignon est un champignon qui est beaucoup étudié et dont on ne peut pas dire, c'est un sujet important aujourd'hui à aborder, qu'il puisse avoir le moindre risque hygiénique ou sanitaire pour le consommateur. Voilà, donc c'est un champignon présent dans l'environnement qui se développe dans certaines conditions. Donc le développement de ce champignon se fait exclusivement, on va le voir tout à l'heure, dans la pellicule. Le champignon ne colonise pas la pulpe du fruit. Et à partir de là, eh bien, il y a un phénomène de transformation très important. Vous le voyez avec ce changement de couleur. Mais ce changement de couleur, pour ceux d'entre vous qui découvrez, c'est un petit peu le phénomène qui se passe lorsque vous coupez une pomme en deux. Il y a un brunissement qui s'effectue parce qu'il y a un phénomène d'oxydation. Il y a un phénomène d'oxydation très intense qui va se produire avec le développement du champignon, qui est un phénomène qui va impliquer des enzymes. Et en même temps que ce développement s'effectue, il y a une baie qui devient de plus en plus fragile. Lorsqu'on touche ces raisins, la peau, la pellicule vient spontanément, elle est très fragile. Et dans des conditions climatiques favorables, on va avoir un flétrissement. Donc c'est par ces deux phénomènes, d'abord celui du développement du champignon, et puis ensuite le phénomène concomitant du flétrissement, de la dessiccation du passerillage, qu'on va vers la pourriture noble. Et donc ce phénomène n'est pas un phénomène homogène. Tous les raisins ne se développent pas au même moment avec la pourriture. Donc c'est la raison pour laquelle les viticulteurs, les vinificateurs sont invités à faire des récoltes par étapes successives qu'on appelle en bordelais du nom de tri au féminin. Donc une tri, c'est une récolte sélective de baies de raisin, on le faisait autrefois, maintenant c'est plutôt de fragments de grappes ou de grappes entières avec des sécateurs. Et donc selon les contextes des millésimes, des caractéristiques de la climatologie, on va récolter, comme en 2003, une seule tri, voilà, de raisins récoltés très rapidement et complètement pourris, ou parfois dans des millésimes avec plus de fraîcheur, souvent plus de froid parfois, jusqu'à 3 à 5 tris. Alors, ce phénomène de développement de la pourriture, en général, il est plutôt préférable qu'il se déroule sur une période qui n'est pas trop longue, pour éviter que la pourriture se dégrade. On va en parler brièvement. Et donc, ce phénomène, il est un phénomène associé à des conditions bien particulières. Et ces conditions bien particulières, donc, c'est un contexte à la fois climatologique et puis un contexte aussi de caractéristiques, pas seulement pédologiques, c'est-à-dire de caractéristiques de sol, mais aussi topographiques. Alors, d'abord, le premier point, c'est qu'il y a une source d'humidité. Le phénomène de la pourriture noble, c'est un phénomène qui se passe dans des conditions où il y a de l'humidité. Alors, vous allez voir, c'est tout à fait paradoxal, parce que les raisins, quand ils mûrissent, qui sont sains, il n'y a justement pas trop d'humidité. Mais
pour que la pourriture noble puisse s'enclencher, il faut qu'il y ait l'humidité. Donc souvent, l'humidité, on parle beaucoup des brouillards, on va en parler, mais c'est d'abord souvent quelques précipitations. Donc il y a un petit peu de pluie qui arrive dans le vignoble, c'est la caractéristique que l'on a et qu'on attend, on espère que ça va continuer en Bordelais, et aussi dans les régions traditionnelles d'élaboration de ces vins. Et donc il produit une humidité suffisante pour que le champignon, avec cette humidité, et des conditions de température qui ne sont pas trop froides, donc 18-25 degrés, ça lui convient très bien, puisse coloniser la baie de raisin. Alors, ensuite, pour que ces conditions puissent se poursuivre, que la pourriture continue à se développer, parce que la pourriture, une fois qu'elle est installée, elle va se transmettre, l'idéal, ce sont des situations anticycloniques. Donc l'anticyclone des Açores, dans notre région, suffisamment haut, qui assure des températures suffisamment élevées, et aussi permet, c'est un phénomène peut-être qui est un petit peu plus compliqué qu'on l'imagine, grâce au fleuve, le Ciron en Sauternay, l'Œil en région de la rive droite, la Garonne surtout, de permettre de produire un brouillard. Le brouillard, ça n'est pas que, comme c'est souvent décrit, j'ai essayé, moi je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai essayé de creuser cette question, ce n'est pas que parce que le Ciron est plus frais, et plus froid que la Garonne, du coup le Ciron se verse dans la Garonne, ça produit un brouillard. Non. Le phénomène premier, sans doute à l'origine de ce brouillard, c'est un phénomène qu'en climatologie on appelle le phénomène de rupture de pente. C'est un phénomène qui se produit en conditions anticycloniques, je ne vais pas en parler trop longtemps, dans un cadre où il y a une topographie, c'est-à-dire que là, ici, il y a des coteaux, ici, il y a pas beaucoup de coteaux, mais il y en a quand même un petit peu, et donc il va permettre des transferts de masse froide vers le fleuve. Voilà. Et donc ce phénomène de transfert de masse froide de l'air vers le fleuve est à l'origine du brouillard. Voilà. Donc c'est un phénomène assez privilégié. Et donc à l'origine, effectivement, il faut une proximité d'eau. Donc par exemple, dans le vignoble de Rust à Auster, en Autriche, il n'y a pas de fleuve, mais il y a un très grand lac qui est à proximité du vignoble. Donc ça peut être tout à fait ce phénomène-là. En tout cas, ces phénomènes-là sont essentiels pour le développement de la pourriture noble. Sans humidité, il n'y a pas de possibilité de pourriture noble. Et donc ce brouillard, il va aussi entretenir cette humidité, mais surtout pour que le flétrissement se fasse, il faut qu'il y ait de la chaleur l'après-midi. Alors si malheureusement les conditions climatiques ne sont pas très favorables, il y a une dégradation. Ça s'est beaucoup passé dans des années 1960 malheureusement, et là on évolue d'une pourriture noble vers une pourriture vulgaire. Donc le viticulteur doit faire des récoltes, des tris à bon escient, au bon moment, et puis malheureusement, il ne gagne pas toujours, parce que ce sont souvent des vendanges qui se font assez tardivement. Cette année, ça a débuté à la fin du mois de septembre, mais c'est assez exceptionnel, souvent c'est en octobre, novembre, parfois un petit peu plus tard. Un autre point aussi de difficulté, c'est la situation où il fait trop sec, il n'y a pas suffisamment d'humidité pour que le champignon puisse se développer. Et puis la situation aussi pour laquelle il y a des températures qui sont trop froides, le champignon ne peut pas se développer. Voilà. Alors ce phénomène de la pourriture noble, je voulais quand même en parler aussi d'un point de vue historique, parce qu'il y a une légende, je trouve que c'est assez amusant, parce que j'ai quasiment entendu la même légende dans le vignoble de Geisenheim, et qui est beaucoup colportée pour attester du début de la pratique de la pourriture noble en Bordelais. Cette légende, c'est celle que le propriétaire du château d'Yquem, le marquis de Lursalus, donc, est invité par le tsar de Russie pour une chasse. La chasse dure plus longtemps que prévu, on est 1847, et puis finalement, il a interdit que l'on fasse la moindre récolte avant son retour. Il revient, toute la vendange est touchée par la pourriture, tout le monde est navré, on pense que la vendange est perdue, sauf que, en fait, c'est le miracle et le vin est exceptionnel. Alors, cette légende-là, on a bien attesté que ce n'est pas une légende, c'est une légende parce que quand on lit l'ouvrage Château d'Yquem, qui a été réédité récemment par M. Aulnay avec Francis Mayer, qui a été directeur technique, il est mentionné dans le livre de chai du Château d'Yquem de 1810 le fait que la récolte s'est échelonnée entre le 3 octobre et le 3 novembre avec 3 tris. Donc la pratique des tris, elle était bien sûr antérieure à 1847, mais sans doute 1847 a été un très bon millésime, on a voulu le témoigner. Allons un petit peu plus loin, avec une citation de ma collègue Stéphanie Lachaud, historienne de 1774, des jurats de Bergerac, qui mentionne l'attendu des marchands hollandais. Les Hollandais qui sont doux jouent un rôle très important dans le développement des vins doux, des vins liquoreux de pourriture noble. Et avec cette mention, je ne vais pas non plus faire trop long,
donc avec le souhait qu'il faille attendre le dernier degré de maturité et de pourriture avant de récolter les raisins. Donc vous voyez que c'est bien établi déjà à cette époque-là. Et puis encore en 1716, l'intendant de Guyenne, donc, il mentionne que la récolte ne va pouvoir se faire jusqu'à ce que les raisins soient prêts d'être pourris et que la récolte peut s'échelonner jusqu'au mois de décembre. Et puis encore 1666, donc là c'est sans doute le début de la mise en œuvre de manière systématique de la pourriture noble. Donc c'est un acte notarié qui a été mentionné par M. Martin et repris par ma collègue Sandrine Lavaux, donc d'une protestation d'un tenancier par rapport à l'attente du propriétaire. Le tenancier souhaiterait récolter ses raisins, le propriétaire, lui, souhaite attendre. On comprend qu'il souhaite attendre qu'il y ait une vendange tardive. Donc il y a toute cette dimension-là. Et puis quand on va un petit peu plus loin, finalement, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Je reviens sur ma diapositive. C'est que en l'état actuel des choses, on situe approximativement le début systématique de la mise en place de la pourriture noble à Bordeaux dans le début du XVIIe siècle, dans la région de Tokai peut-être un petit peu avant, et puis aussi dans la région de Schloss-Johannisberg en Allemagne, très grande région de vin blanc aussi, au XVIIIe siècle. Mais je souhaiterais surtout mentionner cette phrase de M. Baudouin, qui est un vinificateur de la vallée de la Loire, en situant le fait que Botrytis cinerea et la vigne ne sont pas sans doute entendus le XVIe siècle et le XVIIe siècle pour cohabiter. Donc sans doute cette récolte se faisait précédemment. Alors rentrons maintenant dans la causalité, l'origine de cette pourriture noble, en mentionnant le nom d'une personne qui est un Italien de Florence, Pier Antonio Micheli, donc qui était professeur à l'université de Pise, et on évoque avec lui l'un des fondateurs de la mycologie, c'est-à-dire la science des champignons. Et M. Micheli donc, fait des observations, et en particulier, il fait des observations de spores, et il se rend compte des caractéristiques, pas avec cette photo en microscopie électronique, mais en tout cas ces caractéristiques-là, du fait que le champignon qui se développe sur les raisins porte des éléments ovoïdes, voilà, qu'on appelle des conidies ou des spores, et il formule l'hypothèse, il devient convaincu du fait que ces conidies sont comme la graine que l'on plante en terre qui va se développer pour permettre à la plante de se développer. Voilà. Et donc la conidie est l'élément qui va pouvoir germer pour donner ce qu'on appelle un mycélium, c'est la caractéristique d'un champignon. Et on voit ici le mycélium qui se développe, le mycélium de Botrytis cinerea, et donc qui va pouvoir ainsi coloniser le végétal. Donc la contribution de Micheli est très importante et il décide, d'après les éléments historiques que j'ai pu collecter, d'appeler l'espèce Botrytis, en faisant référence au grec botrus, et le suffixe néo-latin itis pour maladie. Alors, la personne qui va confirmer le nom de Botrytis cinerea, qui fait référence en fait à la couleur grise cendrée des spores du champignon, c'est un Sud-Africain, M. Pearson, au début du XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, le genre Botrytis, l'espèce Botrytis cinerea, donc c'est une espèce rattachée aux ascomycètes. Donc les basidomycètes, c'est tous les bolets qu'on apprécie de consommer. Et là, en fait, le genre ascomycète, c'est la truffe. Ce sont aussi les levures, mais aussi d'autres champignons, comme Penicillium. Alors, c'est un genre Botrytis cinerea, l'espèce cinerea, en fait, qui a cette caractéristique, dans le cadre du développement que l'on analyse, d'avoir une reproduction asexuée. Voilà, donc il y a un mycélium qui se développe, qui colonise des végétaux, bien sûr on va le voir le raisin, et puis ainsi de suite, donc il y a un cycle permanent asexué. Mais il y a aussi, comme chez beaucoup de champignons, un phénomène de reproduction sexuée, souvent observé en laboratoire, à partir de formes de résistance hivernale qu'on appelle des sclérotes, vous voyez, qui font quelques millimètres de long. Et ces formes de sclérotes peuvent donner des asques, vous voyez, qu'on appelle des apotychies, qui font quelques centimètres de hauteur. Donc c'est un phénomène tout à fait exceptionnel. Donc ce champignon-là, c'est d'abord un champignon qui colonise de manière asexuée. Alors quelle est la caractéristique de ce champignon Botrytis cinerea? C'est ce qu'on appelle un pathogène. Donc un pathogène, c'est un champignon qui va coloniser un tissu vivant. Ce n'est pas un saprophyte qui va se développer sur un tissu mort. Donc il va parasiter des tissus vivants et il va coloniser de très nombreuses espèces. Donc il est présent sur toute la surface du globe. C'est un champignon universellement présent, depuis la forêt tropicale jusqu'à la toundra. Et ce champignon,
il va se développer, comme vous pouvez le voir, à la fois sur les fraises, sur les framboises, sur des plantes et ainsi de suite. Et il est le responsable redouté de la pourriture grise. Parce que quand la pourriture se développe, y compris sur les tomates peut-être que vous avez dans votre jardin, c'est jamais bon pour la qualité de ces fruits. Alors, ce champignon, Botrytis cinerea, sur le raisin, il est effectivement aussi le responsable de la pourriture grise, pouvant, dans des conditions où il y a beaucoup d'humidité et des températures suffisamment élevées, dégrader la feuille, dégrader les fleurs, voyez, et puis surtout se développer sur les raisins, donc sur des raisins blancs, en donnant des défauts olfactifs, des odeurs de champignons, des odeurs parfois un petit peu de terre, et puis surtout c'est là qu'il est redouté par les vinificateurs de vin rouge, dans la mesure où il va profondément altérer la couleur, et donc faire en sorte que la couleur des vins rouges, à cause du développement du champignon sur les raisins, va donner cette casse, ce qu'on appelle cette casse oxydazite, cette couleur qui est brunâtre. Vous voyez, le vin rouge perd toute la vivacité de sa couleur. Donc ça, c'est véritablement un souci. Et donc, on se retrouve avec une situation complexe avec ce champignon. Un autre point dans lequel ce champignon peut aussi être impliqué, c'est des phénomènes, heureusement, qui se produisent de manière tout à fait parcimonieuse. C'est celle où, avec le botrytis, va se développer d'autres champignons, donc des pénicilliums, et là, donner des odeurs terreuses, très désagréables. Donc, c'est un gros point de vigilance pour les vinificateurs. Donc là, juste noter que, vous voyez, sur une baie de raisin comme celle que l'on voit ici, eh bien, on a les deux mycéliums qui s'entremêlent, celui de pénicillium et de botrytis, donc ils cohabitent tout à fait bien ensemble, mais pour le malheur du vinificateur. Donc, est-ce que l'on parle bien du même champignon, qui est celui de la pourriture noble, et qui nous réjouit? Oui. Oui, on parle bien du même champignon. Tous les travaux qui sont faits par les mycologues, dans les séquençages des génomes, dans l'analyse des caractéristiques des souches, nous montrent bien que c'est Botrytis cinerea, le champignon de la pourriture grise, qui est aussi le champignon de la pourriture noble, un champignon adaptatif. Et comme l'évoquait une auteure importante, qui a beaucoup travaillé sur Tatiana Giraud, donc c'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà, deux faces d'une même personne qui va se développer sur le champignon. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce miracle de la pourriture noble et de quelle manière cette pourriture noble va contribuer à apporter dans les vins une originalité de caractère. Premier point d'abord, c'est la colonisation des raisins avec des photos microscopie électronique. Voyez, ce mycélium se développe sur les raisins et la première tâche, voyez, c'est l'attaque après que le champignon ait pu pénétrer à l'intérieur du raisin. Voilà cette petite tache brune. C'est le début de la colonisation. Ensuite, cette colonisation, elle se poursuit avec la pourriture, le pourri plein. Voilà. Et là, c'est le champignon qui pénètre à l'intérieur des cellules de la pellicule, voilà, et qui va coloniser petit à petit. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est un phénomène par lequel le champignon colonise et il va contribuer à une intense macération chimique, enzymatique, pour dégrader les tissus de la baie et produire un phénomène oxydatif très important parce qu'il y a ce brunissement que vous voyez. Donc la baie devient fragile, comme vous pouvez le voir sur cette photographie, et il y a un flétrissement si les conditions climatiques sont favorables. C'est une phase, en premier lieu, qui se passe à l'intérieur de la baie, qui est une phase qu'on appelle anaérobie, à l'intérieur de la baie. Et puis il y a une deuxième phase, qui est celle où le champignon réémerge. Vous voyez ces belles photos de microscopie électronique de mon collègue Bernard Pucheux-Planté, qui a fait ça dans les années 80. Et on retrouve à ce moment-là donc les conidiophores qui vont émerger. Donc il y a ces deux phases. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ces deux phases, dont l'objectif c'est qu'elles durent au maximum 15 jours, 3 semaines. Le premier point, c'est que d'abord le champignon, se développant dans la baie de raisin, va dégrader petit à petit des composants de la baie. Donc on a le sentiment que les jus de raisin sont très riches en sucre, mais le champignon, il consomme des sucres, il consomme beaucoup de sucre, et il consomme aussi des acides. Mais en même temps, il y a le phénomène de concentration. Donc, à cause de cette phase de concentration, eh bien, au final, on a des jus qui sont très très sucrés. Donc, vous voyez des jus de raisin autour de 200 grammes par litre de sucre, les raisins sains, et les raisins pourris, rôtis, qui sont très sucrés. Alors, il y a d'autres phénomènes ensuite qui se produisent pour les initiés. Voilà, formation de glycérol, formation d'acide gluconique dans l'autre phase. Alors, pourquoi est-ce que Botrytis, dans les conditions de son développement en pourriture noble, n'a pas le phénomène de développement facilité qu'on voit sur la pourriture grise? C'est une vraie question.
Eh bien, la première raison, elle est celle que le champignon est limité dans son développement par la présence des sucres. Les sucres créent ce qu'on appelle un stress osmotique, c'est-à-dire que la présence des sucres par rapport au champignon va perturber son développement. Et en particulier, le fait qu'on ait un environnement qui soit suffisamment sec, voilà, tous ces phénomènes vont faire que le champignon se développe à l'intérieur de la pellicule du raisin, mais difficilement, voilà, il va coloniser, mais difficilement, avec difficulté. Alors le point focus sur lequel je voulais parler, c'est bien sûr l'impact de cette pourriture sur la composante du goût des raisins et des vins. Et au travers de cette évocation, c'est finalement essayer de voir un peu la diversité des phénomènes. Le point premier que je veux évoquer, c'est d'abord que ce n'est pas seulement un phénomène de concentration. Il se passe beaucoup plus qu'un simple phénomène de concentration. Et je vais surtout parler des arômes, c'est mon domaine de spécialité, et c'est le sujet peut-être sur lequel on connaît aujourd'hui le plus de choses. Alors c'est un travail que l'on fait dans le laboratoire dont je suis responsable, voilà, de rechercher des composants d'arômes, voilà, en utilisant notre odorat. Vous avez sans doute vu, pour ceux d'entre vous qui êtes familiers, des approches où on utilise l'olfaction pour sentir les odeurs. Et quand on œuvre de cette manière-là, en analysant des vins blancs secs de Bordeaux, de Sauvignon, de Sémillon ou des vins liquoreux, la première des choses qui est frappante, c'est celle que pour tout un tas de descripteurs, voilà, je n'ai pas tout mentionné, dans les vins liquoreux, voilà, les intensités sont toujours plus importantes. Donc il y a toujours cette chose qui est attendue, plus de richesse, plus de concentration. Au travers de cette diversité, il y a différentes familles d'arômes. Alors, je ne vous demande pas de retenir les noms, je crois que c'est complètement inutile, mais peut-être de voir les descripteurs. Donc il y a des notes plutôt sur le sucre cuit, il y a des notes plutôt sur les composantes de miel, il y en a d'autres plutôt sur les composantes de pêche ou d'autres fruits jaunes, et puis des notes d'agrumes. Vous voyez, c'est des tonalités qu'on va retrouver dans les liquoreux. Donc il y a des composants qui sont associés à ces tonalités et qui sont toujours plus abondants dans les vins liquoreux. Alors le point intéressant, c'est d'essayer de voir quelques éléments spécifiques sur ces composants. Alors dans les travaux qu'a pu diriger un de mes doctorants, Panagiotis Stamatopoulos, on a pu mettre en évidence certains composants spécifiques de la pourriture noble. C'est-à-dire que cette composant, cette lactone, c'est un composé qui est issu de la transformation des lipides du raisin, est une molécule qui a une odeur à la fois fruitée et mentée, qui est agréable, et on se rend compte que les concentrations sont toujours beaucoup plus élevées dans les vins liquoreux qui sont reconnus comme étant les meilleurs exemples par rapport à ceux d'entre eux qui sont reconnus comme de moins bons exemples, et c'est un composé absent dans les vins blancs secs. Alors une petite anecdote, une fois on a analysé un vin de Jurançon, on s'est retrouvé avec ce composé, on s'est dit mais c'est pas possible, il n'y a pas de botrytisation, il n'y a pas de pourriture noble à Jurançon. Le contact avec les vinificateurs nous a permis de confirmer que cette année-là, exceptionnellement, il y avait la pourriture noble sur les raisins. Donc ça a bien confirmé notre observation. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce composé? Parce que ce composé, on a pu montrer qu'il était impliqué dans un phénomène aromatique particulier. Je pense qu'on a tous entendu parler, quand on parle des arômes, des phénomènes de la perception des arômes par notre cerveau. Et ce phénomène, c'est la multiplicité des composants d'arômes dans le vin qui va produire la reconnaissance dans notre cerveau d'une tonalité ou d'une autre. Et en parfumerie, souvent, on parle d'un phénomène qui est celui de l'accord aromatique. Je ne sais pas si vous avez déjà les uns et les autres entendu parler de ce terme d'accord aromatique. C'est un phénomène par lequel, quand on met des composants qui ont une odeur qui est différente, on a une nouvelle tonalité qui apparaît. Et ce que l'on a pu observer avec ce composant, c'est le fait que, en présence de composants qui sont issus, eux, de la vinification, des composants du bois, donc qui sont des composants de noix de coco, les composants du clou de girofle, des composants du bois, eh bien, notre composé particulier avec des notes fruitées et mentées va contribuer, voilà, avec ce mélange de composés, à générer une nouvelle odeur qui renforce les tonalités orangées, une tonalité particulière de ces vins liquoreux de pourriture noble. Donc finalement, juste cet exemple pour vous montrer qu'au travers un composé qui a ces tonalités, eh bien, il peut participer dans l'ensemble du vin à une autre tonalité tout à fait emblématique des caractéristiques des vins liquoreux de pourriture noble, tonalité orangée. Alors maintenant, penchons-nous un petit peu sur l'origine de ces composants dans le fruit. Alors l'origine première, c'est le cas des composantes associées aux tonalités de sucre cuit. C'est des composés qui ont pour origine le flétrissement du raisin. Plus le raisin est flétri, plus les concentrations de ces composés seront importantes dans le fruit et dans le vin. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène attendu. Mais d'autres composants peuvent directement provenir du développement du champignon. Alors on a vu que le champignon faisait des tonalités d'odeur de champignons frais, parfois de terre. Voilà. C'est
beaucoup moins le cas dans le cadre de la pourriture noble. Et là, dans ce cas de figure, ce composant-là, il va contribuer à des notes qui rappellent le miel, et c'est un composant naturel du miel. Ce composant est produit par le Botrytis cinerea. Donc il y a une origine directe du champignon. Mais le phénomène le plus intéressant, c'est un phénomène auquel j'ai contribué, mais aussi Denis Dubourdieu, donc dans les années 2010, a beaucoup contribué à ce travail-là, en collaboration avec plusieurs collègues. C'est le contexte qui est celui que lorsque Botrytis se développe dans le fruit, il a cette caractéristique d'être un champignon pathogène un peu particulier qu'on appelle nécrotrophe. C'est-à-dire qu'il se développe dans le fruit et il ne va pas tuer tout de suite le fruit. Il va consommer le fruit, il va accompagner le fruit, il va faire même en sorte, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, que la baie de raisin, finalement, les cellules de la baie de raisin puissent continuer à se développer, difficilement, mais toujours, parce qu'il va limiter les réactions de défense du fruit, en tout cas dans une deuxième étape. Et alors pourquoi parler de ce phénomène-là? Parce que quand on parle des composants lactones, rappelez-vous les notes orangées, je passe à ma diapositive d'avant. Voilà. Ce sont des composants dont on se rend compte qu'ils vont être générés dans le fruit avec le développement de la pourriture noble. Ce ne sont pas des composants qui ont pour origine le champignon, mais qui vont être produits par le développement du champignon en dégradant, en transformant des composants du raisin. Et un point intéressant, c'est que notre composé, là, vous voyez, qui contribue aux tonalités orangées, c'est un très bon marqueur de la pourriture noble. Parce que là, ce dernier stade, c'est la botrytis a un petit peu trop évolué, vous voyez, et là, les concentrations diminuent. Donc pour les vinificateurs, ce composant-là, c'est un très bon marqueur de la qualité de la pourriture noble. Tandis que d'autres de ces composants voilà, vont continuer à s'accumuler. Mais en tout cas, il y a ce phénomène d'accumulation dans le fruit touché par la pourriture noble. Deuxième phénomène très surprenant, c'est celui, donc établi par Denis à l'époque, qui est celui que le champignon, Botrytis cinerea, est un agent de stress pour la baie dans un premier temps, et qui suscite une réaction de défense de la baie. Donc, a priori, on se dit on est dans le pire des cataclysmes, sauf que cette réaction de défense de la baie face à ce stress envahissant, cette colonisation que l'on a évoquée tout à l'heure, va conduire à la genèse remarquable de composants qu'on appelle précurseurs d'arômes, c'est-à-dire d'un potentiel aromatique, et d'un potentiel aromatique produit à une concentration très élevée de composantes d'agrumes dans le vin. Voilà. Donc c'est ça qui est vraiment remarquable, c'est-à-dire qu'au travers l'attaque qui est faite par le pathogène sur la baie de raisin se défend, elle produit des composants voilà, qui sont très toxiques contre la baie de raisin, l'hexanal. Mais ces composants ne peuvent pas rester trop longtemps dans la baie doit les transformer, parce que sinon la baie va se dégrader, donc elle fait une transformation, et en fait elle produit un potentiel aromatique, ce qu'on appelle un précurseur d'arôme. Et ces précurseurs d'arômes, on le voit, ils sont élaborés dans des raisins botrytisés à une concentration, ce n'est pas multiplié par 10 comme on le voit sur des raisins flétris, c'est multiplié par 100, plus de 100, hein, donc c'est ce qu'a montré à l'époque ma collègue Cécile Thibon et mon collègue Takatoshi Tominaga. Donc c'est un phénomène absolument stupéfiant qui est celui que lorsque la Botrytis cinerea se développe dans ce cadre de la pourriture noble, il va être aussi en capacité de stimuler les cellules de la baie pour accroître le potentiel aromatique. Et évidemment, un potentiel aromatique qui fera le bonheur des dégustateurs. Hein, vous voyez la diversité, ces phénomènes qui peuvent être mis en œuvre. Alors ainsi, donc, dans les vins, élaborés à partir des raisins pourris, on a des concentrations de composés avec des notes d'agrumes, hein, qui fait partie des notes vraiment attendues, l'orange, parfois la mandarine, le pamplemousse, voilà, beaucoup plus élevées que celles qu'on va retrouver dans des vins élaborés avec des vins blancs secs. Voilà, j'ai presque terminé ma présentation, mais je voulais évoquer un dernier point au travers, voilà, c'était ma petite synthèse, mais je pense que tout le monde a bien compris. C'est un point important, c'est la caractéristique du potentiel de garde de ces grands vins liquoreux. Ce n'est pas un élément complètement démonstratif, mais c'est quand même un travail que l'on a réalisé il y a une dizaine d'années avec une autre de mes doctorantes, Élise Sarrazin, pour essayer de comprendre la raison pour laquelle certains de ces grands vins liquoreux peuvent témoigner de tonalités de fraîcheur après pas simplement 10, mais parfois 20, 30, 40, 50 années de vieillissement. Quelle raison? Alors, peut-être juste un petit élément pour d'abord évoquer que quand on parle de la chimie du vin, le fait que le vin ait une dimension d'acidité, c'est souvent un élément qui va aider.
Voilà, donc un vin liquoreux plus acide, voilà, un vin blanc sec plus acide, généralement c'est un élément favorable qui va contribuer à permettre que la dimension de fraîcheur de la composante aromatique puisse persister. Mais dans les vins blancs, il y a un élément tout à fait contraire à ce que l'on attend dans les vins rouges, un élément qui va contribuer au contraire à favoriser la dégradation de cette composante aromatique de fraîcheur, ce sont les tanins. Il y a moins de tanins dans un raisin blanc que dans un raisin rouge, bien sûr, mais il y en a quand même. Et ces tanins, souvent, ils vont être à l'origine d'une évolution plus oxydative du vin. Ils vont être à l'origine d'une perte plus rapide de la composante de fraîcheur des arômes dans le vin. Et ça, c'est un autre phénomène absolument remarquable qui est observé dans les raisins touchés par la pourriture noble, c'est que grâce à ce phénomène de développement de botrytis sur les raisins, il y a eu une dégradation progressive, plus ou moins importante selon les années, mais quand même importante, des tanins. Et de fait, ces pièges à arômes, des pièges à arômes pendant l'élaboration du vin, pendant le vieillissement du vin, disparaissent. Et on a pu montrer cette chose-là par le fait que les composantes de notes d'agrumes évoluent d'une manière tout à fait particulière dans les vins liquoreux de pourriture noble, en regard de l'évolution que l'on va observer dans des vins blancs secs de mêmes caractéristiques. Voilà. Donc un petit voile supplémentaire qui se lève autour de l'interprétation de la raison pour laquelle ces vins liquoreux sont des vins qui peuvent avoir un potentiel de garde très important, même s'il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet. Alors pour conclure, je voulais juste vous proposer la lecture de ces très beaux mots de Frédéric Dard, parlant d'un vin emblématique, mais quand je pense à ce vin, je pense bien sûr à ce vin de Château d'Yquem, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être associé à tous les grands vins liquoreux, voilà, qu'ils soient de quelque rive ou origine qu'ils soient. Voilà. Je trouve très beau quand Frédéric Dard, parlant d'Yquem, évoque le fait que c'est une cérémonie, peut-être, doit rester une cérémonie, mais surtout quand il évoque le fait qu'au travers la dégustation, d'ineffables ondes s'étendent à l'infini dans notre bouche, gagnent notre cerveau, nous comblant d'une suave félicité. Cette noblesse exquise descendue en vous, comme une lumière, est aussi lumière de la lumière bue. Je ne crois pas qu'on ait vu d'aussi belles phrases écrites sur des vins. Allez, on peut remercier Frédéric Dard pour ces beaux témoignages qu'il nous a donnés sur les vins liquoreux. Je voudrais d'abord donner ce témoignage. Voilà, Florence Dubourdieu est là, je la remercie. Voilà, dire que je voudrais dédier cette présentation à Denis Bourdieu, qui était mon professeur, qui m'a formé complètement. Moi, j'étais certes fils de viticulteur, mais j'avais tout à apprendre, et qui m'a recruté, et aussi qui m'a guidé vers l'étude de ces liquoreux, sur lesquels lui aussi s'est beaucoup penché, il a porté beaucoup d'intérêt. Voilà, merci Denis pour tout ce que tu m'as apporté. Je voulais remercier mes doctorants, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets que j'ai pu évoquer, Elissa Razin, Panagiotis Stamatopoulos, Stéphane Laguerge, aussi mes collaborateurs aujourd'hui, Cécile Thibon, Alexandre Ponce, Pascaline Redon en particulier, peut-être d'autres que j'ai oubliés, excusez-moi. Je voudrais aussi rendre hommage à Bernard Denèche, qui nous a quittés maintenant il y a une dizaine d'années, qui était doyen de la faculté d'œnologie, qui a beaucoup travaillé sur botrytis. Bernard Pucheplanté, qui était au service de la répression des fautes, qui a beaucoup travaillé avec le professeur Gérard Seguin sur le développement de la pourriture. À mes collègues historiens, en les sollicitant à nouveau, parce que l'histoire c'est important aujourd'hui, mais aussi pour les enjeux de demain. Et puis aussi mon collègue Dominique Blancard, qui est pathologiste. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. Très très bel exposé sur la pourriture noble et la fraîcheur issue du Botrytis cinerea. Est-ce qu'il est possible d'avoir quelques questions pour démarrer? N'hésitez pas à poser des questions qui peuvent être à la fois techniques et puis complètement généralistes. Donc le jeu, c'est on vous envoie le ballon à celui qui veut poser la question et essayer de le réceptionner et de poser la question dans le ballon. Voilà. Alors il y en a plein de questions. Très bien. Parlez bien proche du ballon pour qu'on vous entende, comme vous pouvez l'entendre, et tout se passera très bien. Vous êtes prêts? Attention. Bon, c'est bon. Merci. Bonsoir, merci beaucoup, c'était passionnant. Et en vous écoutant, je me demandais si on avait déjà observé que le Botrytis cinerea ait des effets magiques sur d'autres fruits que le raisin. C'est une bonne remarque. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est que ce phénomène de surmaturation, qu'on entend en général sur les raisins blancs, est produit parfois dans des caves italiennes sur des raisins noirs. Voyez, et paradoxalement contribue assez peu à la dégradation de la couleur attendue. Voilà, je peux vous donner cet exemple-là. Autrement, je n'ai pas d'autres exemples de fruits sur lesquels, effectivement, il y ait cette attendue de pourriture noble
et qui puisse contribuer à la saveur déjà du fruit et puis après éventuellement du produit transformé. Ouais. Une autre question? Alors, attention, ça devient dangereux. Merci beaucoup monsieur pour votre intervention. C'était très intéressant. Je suis intéressé par la dégradation de tanin. Et est-ce que ça s'est causé par l'oxydation de tanin ou parce que le tanin se polymérise en fonction de l'oxydation, mais je comprends ça. Et aussi avec la dégradation de tanin et diminution de tanin en quantité, est-ce que la substance, donc stabilité de substance aromatique permet le vin de vieillir proprement? Oui, merci pour votre question. Effectivement, je ne suis pas trop rentré dans le détail parce qu'on rentre après dans une chimie voilà, qui n'est pas toujours accessible. En fait, effectivement, le phénomène observé, pas moi qui l'ai décrit le premier, c'est cette dégradation des tanins qui va faire en sorte que, si vous voulez, le point clé dans l'évolution du vin, c'est l'oxygène. Et l'oxygène, souvent, va réagir dans les vins blancs secs, par exemple, ou dans les vins rouges avec les tanins, pour produire parfois des réactions avec des composants d'arôme. Lorsque, dans le cadre de cette vendange touchée par la pourriture noble, les composés phénoliques, ces tanins, sont moins abondants, l'oxygène va avoir une autre réactivité dans le vin. Et donc, du coup, on a pu démontrer, au travers les composants d'agrumes en particulier, que ces composants évoluaient différemment et d'une manière qui est celle qui sont plutôt plus stables. Voilà. Donc, c'est un sujet assez complexe, mais on avait commencé à lever le voile sur cet aspect-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu clairement à la question que vous posiez. Merci beaucoup. Très bien. Une autre question? Oui, alors, essayez d'y aller en 2 fois. Voilà, merci. On a été en 3 fois. Merci. Merci pour la conférence. J'ai une question. Donc, par rapport au marché qui évolue vers des vins plus naturels, ou si ça peut dire quelque chose. Donc, par rapport au sulfite, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les SO2 pour justement les vins des botrytis? La diminution ou même arrêter l'utilisation? Oui, alors ça c'est une question effectivement réelle. Effectivement, les sulfites et la naturalité. Alors d'abord, il y a quand même la dimension de la naturalité qu'a évoqué Eric. Voilà, on s'est rendu compte qu'il était un élément important de montrer combien le développement de la pourriture noble est un contributeur de la naturalité. Sur la question que vous abordez, il y a d'abord des expérimentations, il y a aussi des travaux, y compris dans notre unité de recherche, qui sont conduits aujourd'hui, pour essayer d'analyser dans quelle mesure, finalement, l'absence de sulfite peut empêcher, d'une part, parce que c'est une des caractéristiques des vins liquoreux de contenir du sucre, d'empêcher la refermentation. Donc ça, c'est une première question. Donc ça, on peut maîtriser l'absence de refermentation, l'absence de la fermentation ou la refermentation facilement. Ce n'est pas un sujet compliqué. Mais le deuxième rôle des sulfites, c'est d'éviter les phénomènes d'oxydation. Voilà. Et c'est là que le sujet n'est pas toujours évident. Et ça suppose une maîtrise de l'élevage, parce que ce sont des vins qui sont élevés quand même pas que pendant quelques semaines, pendant plusieurs mois, voire années, qu'il y ait une véritable maîtrise d'un élevage où on arrive à strictement contrôler l'oxygénation que l'on souhaite apporter au vin. Et ça, c'est un sujet difficile. Voilà. Donc effectivement, ce sont des choses qui sont en cours, voilà. Mais c'est une question. Merci. Une autre question? Oui. Bonjour Monsieur Darrier, j'ai bien connu votre père et votre frère, Christophe. Et votre père disait, il y a plus de 30 ans, lorsque je travaillais chez Badi à Bordeaux, et il livrait son vin, il me disait, mais savez-vous que
le vin de Loupiac se vendait plus cher que le Pétrus Absolument. au début du siècle. Donc c'était pour confirmer ce que vous avez dit. Je dois dire merci beaucoup, parce que j'avais prévu cette diapositive-là. Comme je suis plutôt réservé, le nom de Dauphinon-Rondillon était souligné, c'était même plus cher que le château Pétrus. Et puis bon, voilà, il fallait choisir les diapositives, donc j'ai mis le tarif de Badi, mais merci d'avoir évoqué ce point, effectivement. Alors je voulais vous demander autre chose. Vous n'avez pas du tout parlé des vins liquoreux rouges. Je voulais savoir s'il y avait une différence et comment faisait-on les vins liquoreux de Rasteau, les vins liquoreux de Crimée, le Massandra en particulier, et puis aussi un autre très connu qui se fait en Namibie. Alors voilà, peut-être vous touchez un des points de l'absence de connaissances que j'ai sur ces sujets-là. Moi, je connais mieux, j'en ai parlé un petit peu, les vins liquoreux italiens. Voilà, j'ai eu l'occasion d'interagir avec plusieurs collègues italiens. Donc, j'ai évoqué les Moscato di Scanzo en particulier, qui sont des vins élaborés souvent en flétrissement sur maturation dans des chambres, mais aussi parfois dans le cadre après la récolte, dans les caves, il y a, avec certaines conditions d'humidité, il y a un développement de la pourriture sur la pellicule des raisins. Et c'est vrai que je connais l'élément historique des vins de Crimée, mais je ne connais pas dans le détail, en fait. Donc vous me posez peut-être un point sur lequel je ne pourrais pas apporter d'éléments de précision. C'est-à-dire que maintenant, c'est difficile d'aller y voir quelque chose de là-bas. Oui, malheureusement. Pouvez-vous repasser? Oui. Alors pendant qu'on se lance la balle, je fais une interception avec une question des internautes. Peut-on avoir des soucis liés au niveau des mycotoxines dans les vins? Alors, les Botrytis cinerea, comme je l'évoquais, il y a beaucoup de littérature sur Botrytis cinerea. C'est un champignon, c'est pas simplement des publications, c'est des livres. C'est un champignon pour lequel il n'y a aucun élément de toxicité aujourd'hui qui ait pu être établi. C'est pour ça que j'ai insisté pour le dire. Mais il est clair que si il y a un souci qui est celui, comme je l'ai évoqué, normalement il n'y a pas de problème, d'un complexe de pourriture, c'est-à-dire une installation d'un autre champignon, il peut y avoir effectivement une mycotoxine. Voilà. Mais dans le cas d'une pourriture noble, comme elle se fait traditionnellement, naturellement, il n'y a pas de problème. Il y a eu des analyses qui ont été faites à une époque d'ailleurs. Très bien. Alors allez-y. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je reviens sur le côté un peu plus économique de la chose. Vous disiez que vous avez fait une étude sur le placement du vin, enfin, du sauterne, du vin liquoreux en général. Alors, quel serait le marché finalement aujourd'hui plus intéressé? Je sais que les châteaux ont un peu de mal à vendre ou à se placer par rapport à d'autres vins. Et où se situe plus ou moins ce regain d'intérêt sur ce vin? Alors moi, je l'ai évoqué avec mes étudiants. Là, je trouvais qu'ils étaient très motivés par les dégustations qu'on peut faire sur les vins liquoreux. Évidemment, l'étudiant, malheureusement, a moins de pouvoir d'achat, mais ça va venir. Sinon, je vais laisser aussi la parole à Eric pour dire ce qu'il en pense. Mais le sentiment que l'on a eu, peut-être de manière générale, c'est celui que ce sont des vins qui font plus partie du paysage. Voilà, de manière générale, les gens ne pensent pas à consommer ces vins, découvrir ces vins, et ils ne les connaissent pas. Il y a besoin de grandes redécouvertes de ces vins. Alors sur Internet, il y a une question qui est un peu connexe à ça, qui est sachant que la teneur en sucre n'est pas un facteur, enfin qui précise un peu ce que vous dites, sachant que la teneur en sucre n'est pas un facteur limitant lors de la dégustation, quels pourraient être les facteurs expliquant le relatif désamour des consommateurs pour ce type de vin? Tu peux répondre, hein? Tu veux que je réponde? Ben, évidemment, c'est très compliqué. En fait, l'analyse qu'on a faite, c'était de montrer, je dirais, enfin, c'est ce que je déduis de notre étude, c'est que le problème n'était pas lié forcément aux caractéristiques des produits. C'est-à-dire que ce n'est pas la remise en cause du vin. J'employais le terme produit parce que c'est un réflexe des économistes, excusez-moi. Hein, ce n'est pas la remise en cause des caractéristiques du vin qui est en cause, qui semblerait, enfin, compte tenu de notre travail d'économie expérimentale, il faut faire attention, il faut en faire plusieurs pour avoir une certitude, mais enfin c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui est issue de résultats scientifiques. Donc que ce ne soit pas une véritable remise en cause du marché pour les caractéristiques des produits, et notamment même pas pour le sucre, puisque un sociologue de la consommation, Claude Fischler, avec qui on a travaillé d'ailleurs sur ces questions-là, nous a remarqué, regardez ce qui s'est passé avec la pâtisserie, le renouveau de la pâtisserie avant même qu'on tente de désucrer la pâtisserie fine. Mais il y a eu un renouveau dans ces 10 dernières années pour la pâtisserie
qui était assez inégalé, assez inespéré, avec des têtes d'affiche des grands pâtissiers. Et finalement, le sucre, c'est pas tellement diabolisé, quoi. C'est pas un vrai problème. Parce que le consommateur, quand il consomme ce genre de produit, d'abord il cherche à se faire plaisir. Et quand on consomme du vin, on cherche d'abord à se faire plaisir. Et je dirais au diable un peu les restrictions qu'on pourrait avoir. Mais par contre, ce qui se passe, et c'est là où j'essaye de répondre un peu à la question qui nous est posée, c'est qu'il y a peut-être un problème des usages, de changement des usages qui n'a pas été opéré pour ce qui est des vins liquoreux. Regardez, si vous prenez l'exemple du vin de Champagne, par exemple. Le vin de Champagne a réussi à changer son usage. On est passé du dessert à l'apéritif. Et il s'est vraiment bien adapté à créer de nouveaux usages. Et peut-être que les vins liquoreux n'ont pas été encore capables de créer ces nouveaux usages de consommation avant même de reconsidérer le produit en lui-même. C'est pas tellement ça le problème. Voilà, c'est un peu ça que mon premier réflexe que j'aurais en tant qu'économiste qui aborde les questions de sociologie, je dirais. Je n'ai rien à rajouter, Eric. Une autre question ? Je suis désolé, le sucre est peut-être quand même le problème, parce que le champagne s'est beaucoup développé parce qu'ils sont passés vers des champagnes beaucoup plus secs, enfin, c'est-à-dire beaucoup plus bruts, et avec moins de sucre dedans. Tout à fait, mais ça c'est parce que c'est associé aux usages. Non, ce n'est pas qu'une question d'usage. Je suis désolé, même au dessert, à n'importe quelle date, un champagne, quand il est sec, il est meilleur qu'un champagne quand il est trop sucré. Et de la même façon, un sauterne, quand ils ont un peu un goût de sucre, eh bien, ils sont moins bons qu'un sauterne qui n'a absolument pas le goût de sucre. Oui, mais ça, je suis désolé, moi je parle en tant que consommateur. Non, mais c'est intéressant, monsieur, ce que vous évoquez, parce que c'est typiquement, il y a une autre étude qu'on a faite à Dijon, qui a justement montré la diversité des attentes des consommateurs. Donc il y a votre point de vue, et puis c'est comme l'association des vins liquoreux avec les fromages, avec le foie gras. Oui. Eh bien, il y a une diversité, et il n'y a pas une théorie, c'est ce qui est vraiment ressorti de cette étude qu'on a connue. Cela dit, pour le champagne, c'est quand même bien comme ça que ça s'est passé. Je pense on ne consomme plus du tout de champagne demi-sec. Je vous inviterai à lire un ouvrage, monsieur, d'un collègue anglais qui a beaucoup travaillé cette question-là, qui s'appelle Graham Harding, autour de l'évolution des goûts des vins de Champagne au XIXe siècle en Grande-Bretagne. Comment la Champagne est passée, les consommateurs anglais sont passés d'une attente de vins sucrés à des vins secs. C'est pas que cette question-là du goût. Il y a d'autres choses qui sont des choses sociologiques et que M. Graham Harding illustre très très bien. C'est un des prix de l'histoire de l'OIV cette année en 2022. Je vous recommande la lecture de cet ouvrage. J'en profite... Allez-y, repassez-vous la question pendant que... Non, ce que je veux rajouter, un point qui est important, c'est sur l'esprit des vendanges du savoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on fait intervenir un chercheur ou des chercheurs sur la base de résultats scientifiques. C'est-à-dire que votre opinion que vous exprimez, vous avez tout à fait le droit de l'exprimer, elle reflète une idée de consommateur, une idée... Qui peut avoir une justification. Simplement, nous, quand on prend la parole, je dirais, on prend la parole sur la base de résultats scientifiques qu'on a obtenus. Alors, évidemment, il faut les dupliquer, il faut les vérifier et les reproduire pour que ça devienne une vérité indiscutable. Simplement, on vous fait état, je dirais, de résultats de recherche et pas de croyances de consommateurs ou d'un... Il y a énormément de croyances dans ce domaine-là. Hein, et là, ce qu'on vous relate, c'est simplement des résultats de recherche. C'est vous qui avez parlé de champagne. C'est vous qui avez parlé de champagne. Et le champagne, c'est un fait et c'est une réalité que maintenant, on boit du champagne brut et on ne boit plus de champagne sec. C'est tout. Hein. Non, mais ça, c'est... Bon, il faut avoir des résultats statistiques pour dire ce genre de choses. Non. Une autre question ? Il y a une autre question. Alors j'ai une question en ligne. D'abord, quels sont les cépages les plus appropriés à la pourriture noble ?
Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a parlé, je n'ai pas eu le temps de parler de cette question-là, mais la pourriture noble se développe aussi bien sur le sémillon, sur le sauvignon, sur le chenin en vallée de la Loire, sur le pinot gris en Alsace ou le riesling, enfin, tous les cépages. Il n'y a pas de difficulté, sauf éventuellement des cépages qui auraient une pellicule très épaisse qui fasse que le développement du champignon soit difficile. Mais ça, c'est souvent des cépages non viticinifera. Donc, oui, très bien. Alors, au Château d'Arche, des études sur les précurseurs aromatiques sont actuellement appliquées au blanc sec. Cela implique de ramasser les raisins au début de l'attaque du botrytis pour obtenir des blancs secs très aromatiques. Pensez-vous que cette démarche sera concluante et pourrait contribuer à distinguer les blancs secs produits sur les terroirs de Sauternes? Alors, compliqué. Non, mais c'est une question très intéressante, effectivement, parce que ce phénomène-là qui avait été montré est tout à fait opérationnel pour des vins blancs secs et élaborés. Et c'est pratiqué, je vais même dire que c'est pratiqué à Arches, mais c'est pratiqué depuis longtemps, l'attente d'un petit peu de botrytis à Sancerre, et aussi dans le vignoble allemand de la Moselle ou de Geisenheim. C'est quelque chose d'assez habituel. Le point toujours à avoir à l'esprit quand on élabore des vins blancs secs, c'est garantir la fraîcheur en évitant un effet contraire produit par un phénomène oxydatif. Voilà, parce que quand botrytis se développe, il accroît le potentiel aromatique, mais en même temps, il place le jus de raisin, le raisin dans un phénomène oxydatif. Et ce phénomène oxydatif, pour un vin blanc sec, peut être contraire avec l'attendu. Voilà, donc il y a un point d'équilibre, à mon avis, à évaluer au cas par cas, mais peut-être certaines années, ça peut très bien fonctionner, d'autres un petit peu plus difficilement. Ça marche plutôt mieux dans des vignobles septentrionaux avec pas mal d'acidité qui va limiter ces phénomènes oxydatifs. Je ne veux pas trop rentrer dans des détails techniques, mais c'est un peu cette question-là. On voit que c'est assez complexe quand même. Mais, oui. D'autres questions? On a encore le temps de prendre quelques questions. Oui, s'il vous plaît. Je voulais juste rajouter concernant la discussion sur le champagne et les vins blancs de Bordeaux, que le champagne se produit entre 60, 70, 80 hecto-hectares, que les liquoreux, pour en produire des bons, il faut tourner autour de 25 à 40 hecto-hectares, et que donc, avec le coût de la production manuelle, le champagne aussi est manuel, bien sûr, mais la récolte est beaucoup plus grosse. Ça coûte très cher de produire des grands vins blancs liquoreux. C'est un vrai sacerdoce. Il faut savoir aussi donc que à Bordeaux, bon, les rouges, la plupart se vengent facilement à la machine, et que sur les coteaux, de Tabanac, Borèche jusqu'à Saint-Mexan, on faisait beaucoup de liquoreux, pas seulement à Cadillac, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, et que des propriétés dans cette région-là, sur les premières côtes de Bordeaux, n'ont plus un pied de blanc alors qu'ils en avaient, alors que tout était en blanc à une certaine époque, autour de Langoiran et Tabanac, etc. Donc tout a changé, et c'est la production qui fait donc l'offre, et c'est l'offre qui fait la demande, puisque donc on met des moyens publicitaires, etc. Il n'y a plus de vin blanc quasiment à Bordeaux, en liquoreux, donc ceux qui en font de très bons comme Yquem, ils les vendent très bien, et puis les autres, ils ont disparu. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas parlé des coûts de on parle beaucoup de la demande, mais on ne parle pas de l'offre, c'est-à-dire des coûts de production qui peuvent être... Alors, là, sur cette présentation, je ne pouvais pas tout faire. Hein. mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut que le consentement, ce qu'on appelle en économie les consentements à payer des consommateurs, soit au regard des coûts de production que cela induit, et peut-être qu'ils peuvent être exagérés, parce que est-ce que justement l'idée de la pourriture noble engendre des coûts de production qui sont prohibitifs par rapport à un développement classique de la... Ça a été très bien dit par monsieur, hein, oui. Les rendements qui doivent être plus faibles pour avoir des vins qui sont originaux. Oui. En termes de rendement... Mais... Le fait que, comme on l'a évoqué, selon les caractéristiques des millésimes, la pourriture évolue très bien, moyennement bien ou pas bien du tout, comme on l'a connu certaines années. Et puis, non, c'est un vrai sacerdoce, c'est clair. Et quel est le pourcentage de pourriture noble dans des vignobles comme Sauternes ou par... y a aujourd'hui, il y a Loupiac, on n'est pas à 100%. Alors, ça, il y a d'abord un décret d'appellation. Hein, il y a une obligation de pourriture noble sur Sauternes, Barsac. Oui. Sur Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, c'est pas toujours le cas, mais il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de doute. Le succès est associé avec la pourriture noble. Il faut bien le préciser. Ouais. Et Loupiac, c'est pas obligatoire, mais c'est pas obligatoire. Il faut de la surmaturité et récolte par tri, mais pas obligatoire qu'il y ait de la pourriture noble. Hein.
sous toute caution, là. Je pense que je ne me trompe pas. Mais évidemment, les meilleurs des vins, il n'y a aucun doute, sont élaborés avec... Et dans les vins de la Loire, Coteaux du Layon, Bonne Alors là aussi, les conditions sont plus ou moins contraintes. Il y a souvent la mention sélection de Grenoble, qu'elle soit en Alsace, ou c'est une mention qu'on utilise en Alsace, mais qu'on peut utiliser dans beaucoup d'autres appellations, nécessite qu'il y ait une récolte par tri de raisins touchés par la pourriture noble. D'accord. Voilà. Une question devant. Si vous pouvez envoyer le ballon. Wow. Bravo. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour cette magnifique présentation. On a l'impression de se retrouver au Duat, donc c'est merveilleux. J'ai une question pour vous en ce qui concerne les vins désalcoolisés et savoir si vous aviez goûté des vins liquoreux désalcoolisés et s'il y a un avenir comme... voilà, c'est très à la mode en ce moment. Voilà. Je sais, mais alors je suis peut-être trop traditionnel. Je ne me suis pas penché sur cette question de manière détaillée. Donc je vais peut-être un peu zapper, mais voilà, je n'ai pas d'éléments à apporter sur cette question-là. Parce qu'à Vinexpo, tout le monde en parlait. Et apparemment, à ProWine, il va y avoir tout un hall avec les vins désalcoolisés. C'est pour ça que je pose la question. Mais y compris pour des vins liquoreux? Ah, je ne sais pas. Non, justement, non. Pour les vins, je ne sais pas. Je sais qu'à Saint-Émilion, ils le font. Merci. Une question là-haut. Oui. Alors, tout en haut, il faut essayer de faire remonter le ballon. Allez-y, plusieurs fois. Ah, c'est un sport. Bonsoir monsieur. J'aurais une petite question plutôt sur le réchauffement climatique au vu des hausses des températures qu'on a connues en 2022. Est-ce qu'on peut s'attendre à une disparition des vins liquoreux botrytisés? C'est clair qu'il y a une grande dépendance des conditions climatiques. Je pense que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette année 2022, c'est vrai qu'avec un millésime qui a été précoce, sec, c'est le fait que dès qu'il y a eu un petit peu d'eau, des précipitations, ça a été à la fin du mois de septembre, malgré le fait que les raisins aient commencé à flétrir, la pourriture s'est installée. Donc botrytis, il est vraiment là. Donc la question, elle est celle qu'il y ait suffisamment de précipitations. Il faut espérer qu'on continue à quand même rester, indépendamment de l'évolution des températures, sous notre régime de climat tempéré, vous voyez, avec quand même des régimes dépressionnaires qui apportent à un moment donné de l'eau. Donc cette question du changement climatique, c'est un sujet qui est beaucoup travaillé à l'Institut des sciences de la vigne et du vin sur les aspects viticoles, œnologiques. Il est peut-être de fait que si la maturation se fait plus tôt, la récolte des raisins se fera aussi plus précocement. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y a quand même des régimes dépressionnaires pour faire en sorte qu'il y ait l'enclenchement de la pourriture. Ce qu'on peut peut-être évoquer dans une dimension pessimiste, c'est le vignoble sud-africain, qui aujourd'hui élabore de moins en moins, un petit peu, mais quand même moins qu'il l'a fait jusqu'à présent, des vins liquoreux de Puritinum. C'était quand même un élément de notoriété de ces vins, surtout avec le chenin. Donc j'ai évoqué Constance, qui est en passerillage, mais un peu plus au nord du Cap, il y a de la pourriture. Et ça peut être parfois une difficulté. Donc, effectivement, on peut dire d'abord, on s'intéresse à cette question-là, parce que initialement, si vous voulez, il y a des pratiques viticoles aussi pour favoriser l'exposition au raisin au soleil, le fait qu'il puisse dorer. Donc, peut-être que là, de ce point de vue, il faudra un petit peu plus de précautions. Voilà, il y a aussi la question de la disponibilité de l'eau dans les sols, voilà, avec des sols très drainants, qu'on a beaucoup attendu dans le cas où on avait des millésimes qui étaient assez pluvieux, des sols qui aient une capacité de réserve en eau un petit peu plus importante. Enfin, peut-être adaptation du mode de conduite. Enfin, je pense que voilà, par rapport à cette situation-là, il ne faut pas nécessairement voir les choses de manière pessimiste, mais comme étant des questions qu'il faut creuser de manière approfondie, à vocation d'apporter des éléments de réponse, et en espérant toujours quand même qu'on reste sous notre régime de dépression régulière, là, qui nous apporte ces précipitations attendues. Et je voulais aussi le dire, parce que je n'ai pas eu le temps de creuser cette question, mais c'est vrai qu'on évoque souvent cette histoire du ciron qui est plus froid, qui se jette dans la Garonne. Je pense que ça, c'est une vision qui est trop simpliste. Et j'ai évoqué brièvement ces phénomènes de brise, de pente. J'avais questionné un collègue météorologue sur cette question, et puis il n'a pas eu le temps de me répondre. Mais je pense qu'on apportera des éléments de réponse, parce que c'est vraiment important aussi de bien comprendre comment se génèrent les brouillards. Voilà. À Sauternes et dans d'autres appellations. Oui. D'autres questions? Sinon, je reprends, mais je n'ai que... Allez-y, oui. Alors, le temps... Non, on peut y arriver assez rapidement. Voilà, c'est bon.
Bonsoir Philippe et bravo Bonsoir pour Frédéric. cette présentation. J'ai juste apporté deux, trois réponses en fait, parce que, à des questions. Donc la première sur les vins liquoreux désalcoolisés, c'est effectivement une tendance très forte, puisque comme chacun sait, la désalcoolisation est peut-être un des avenirs de la viticulture, même si ça choque beaucoup de monde. Et effectivement, donc moi j'ai eu la chance de déguster plusieurs liquoreux désalcoolisés et c'est très très intéressant. Et à mon sens, c'est ce qui se désalcoolise le mieux dans les vins actuellement, en tout cas beaucoup mieux que les rouges, qui est un vrai problème. Et les vins blancs et les vins pétillants notamment aussi se désalcoolisent très bien. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui vont avoir lieu sur différents salons, puisque comme vous le savez, ce marché de la désalco est en plein boom pour la bière et il n'y a aucune raison que le vin ne le suive pas. Deuxième chose sur la question sur Rasto, ce sont des vins doux naturels mais qui n'ont rien à voir avec pour le coup avec la botrytisation, puisque ce sont des vins qui sont élaborés par mutage, donc qui est une technique qui consiste à ajouter de l'alcool, mais qui correspond pour bloquer la fermentation et maintenir un gros niveau de sucre dans le vin en fermentation, mais qui sont des techniques de stabilisation qui sont très intéressantes et qui, quand ils sont poussés à l'extrême, en particulier dans la concentration en sucre, tu l'as un peu évoqué Philippe, permettent aussi des stabilisations sans sulfite. En fait, le plus vieux vin au monde connu encore buvable, alors je ne suis pas sûr, je n'ai pas trouvé sur internet parce que je n'ai pas mes lunettes, mais je crois que c'est 1743, il est en Rhénanie, et c'est effectivement un liquoreux tellement concentré que la pression osmotique est telle qu'il se conserve naturellement en fait. Et déjà dans l'Empire romain, donc là aussi quelqu'un qui est participé ici et dont on parle à la Cité du Vin, qui est André Tchirnia pourrait en témoigner, les vins les plus chers étaient déjà des vins extrêmement concentrés. Le fameux exemple qu'on donne souvent, c'est le Falerme opimien, qui date de l'empereur Opimius, qui est donc moins 121 pour ceux qui veulent un peu de précision, mais là j'ai regardé internet, je précise. Et donc il était déjà extrêmement liquoreux. Donc c'est des phénomènes extrêmement anciens, et pour le coup il s'est conservé pendant plus de 100 ans lui aussi, et il y a plein d'écrits là-dessus, et qui témoignent donc aussi de la capacité à se conserver pour le vin, lié à cette grande concentration en sucre et à l'histoire extrêmement forte. Et si finalement on a voulu rajouter de l'alcool pour conserver les vins, qui étaient déjà sucrés dans les vins dits doux naturels, qui ne le sont pas vraiment parce qu'on ajoute de l'alcool, c'est parce que justement on a augmenté les rendements et qu'on n'a pas eu assez de concentration pour qu'ils se conservent naturellement par eux-mêmes, ce qui normalement peut effectivement s'opérer. Merci, voilà. merci Et dernier point pour le débat Frédéric. du champagne que je veux pas lancer, mais du tout, Non, mais qui est en fait nécessaire. non, mais pas du tout sur le champagne, mais c'est juste de dire quel est l'avenir des vins liquoreux. Et en fait, on dit souvent, et c'est une formule en réalité de Claude Lévi-Strauss qui a été reprise par Claude Fischler dont vous avez parlé, qui dit que ce qu'on boit c'est pas du vin, mais c'est finalement des images. Et l'exemple du champagne, l'exemple du cognac, l'exemple de la relance de tout un tas de boissons ces derniers temps ne sont absolument pas du tout liés à leur goût. Le goût ne compte, je suis désolé de le dire, presque pas. En réalité, ce qui compte, c'est la connotation sociale de la consommation. Et pour citer Denis Dubourdieu, qui disait souvent que finalement, l'évolution des vins à partir de la parcarisation était liée à l'intérêt d'une population de buveurs de lait qui se sont mis à boire du vin parce qu'ils retrouvaient dans le vin le goût du lait, c'est-à-dire un goût extrêmement sucré et extrêmement facile, qui est effectivement l'évolution du goût des grands vins rouges, qui sont devenus, à travers leur puissance alcoolique et leur concentration en tannin velouté, des vins beaucoup plus souples et beaucoup plus sucrés en perception. C'est lié à la connotation effectivement gustative, mais aussi à leur idée. Et on voit la même chose dans l'évolution. Il n'y a aucune raison que le sauterne ne puisse pas, être pris dans la même vague, de l'intérêt qui peut être donné par la médiatisation, entre guillemets. Il suffirait que demain, je ne sais pas quoi, Ariana se mette à boire du sauterne, ou que Jay-Z se mette à boire du sauterne, pour que le sauterne connaisse la même évolution que le cognac. Moi, je suis suffisamment vieux pour savoir, et tout le monde le sait, qu'il y a 20 ans, à Cognac, tout le monde arrachait le vignoble, et personne ne savait ce qu'on allait en faire. Et finalement, ça a complètement changé, uniquement pour des raisons sociales. Je te repasse la parole, parce que c'est ton champ. Voilà, beaucoup d'affirmations qu'il faudrait tester. Non, mais ça, c'est vrai, que faut pas nier ça. Qu'il y a eu vraiment il y a 20 ans, on a arraché les vignes à Cognac, et effectivement, on a abandonné la production du vin blanc liquoreux, et que cette reconversion est essentiellement liée à un renouveau du marché, mais qui n'a rien à voir avec le goût. Alors Non, mais Frédéric a apporté des éléments de précision. Voilà. Sur l'histoire du champagne, je ne veux pas en reparler parce que j'ai cité Graham Harding, auquel je recommande à toute l'assistance de lire son ouvrage, qui est extrêmement clair et qui montre combien l'évolution du goût du champagne, comme tu l'as dit très justement, Frédéric, dans la société anglaise, pour aller vers des vins non sucrés, est en fait, comme il l'a très bien dit, un élément de snobisme en fait. Voilà.
C'est une classe dirigeante qui a voulu se distinguer d'autres membres de la société. C'est uniquement cela qui s'est passé. Il l'a très bien démontré. Alors, question plus technique. Peut-on provoquer par vaporisation de la pourriture noble de manière artificielle? Alors, il y a eu, justement, je me suis posé la question d'en parler. Il y a un collègue italien là, qui est décédé, dont je suis pris une SQG, j'ai oublié le nom, qui a déposé un brevet sur l'enclenchement de la pourriture noble. Donc, ça se fait sans difficulté. Il ne faut pas faire que perforer, il ne faut pas faire que pulvériser, il faut aussi un petit peu perforer. Et au laboratoire, donc ma collègue Cécile Thibon, quand elle s'est intéressée au phénomène d'amplification aromatique avec botrytis, donc a réalisé ces études, bien sûr dans la vigne, mais aussi au laboratoire, dans des chambres climatiques particulières et avec inoculation. On peut faire tout à fait de la pourriture noble au laboratoire, donc ça marche très très bien. Bon. Oui, une question. Alors faites remonter le ballon. Voilà. Bonsoir. Je me penche un peu sur le côté de vinification. Y a-t-il une solution pour diminuer l'acidité volatile et le glycérol dû à la présence de botrytis dans le mou sans avoir recours à des solutions microbiologiques, notamment Torulaspora? Alors, l'acidité volatile, ma collègue Barry Labelli est dans la salle, donc elle connaît bien la question. On aborde une question un petit peu technique, et elle a beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, c'est vrai que plus la levure fermente un jus sucré, plus elle va produire de l'acide acétique. Voilà. Mais en même temps, il y a des protocoles qui permettent de limiter cette formation par des apports nutritionnels, par des modalités de préparation des levains pour la fermentation. Enfin, il y a plusieurs protocoles qui peuvent être mis en œuvre pour limiter cette production, effectivement. Donc on ne va pas complètement annihiler cette production parce que plus la levure se développe, plus elle va produire d'acidité volatile, mais on peut la diminuer. Voilà. D'accord, merci. Autre question? On a encore possibilité, on dit qu'on va finir à 20h30, donc on a encore 2-3 minutes. Sinon, je prends une question sur le net. Pouvez-vous donner le nom et l'auteur du livre cité, s'il vous plaît? Mais il ne parle pas de quel livre alors? Graham Harding. Voilà. Université d'Oxford. Harding, Université d'Oxford. Voilà pour la réponse. Il y avait une autre question qui était apparue tout à l'heure sur le net, c'était par rapport au blanc sec. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a possibilité de produire des blancs secs dans les vignobles de vin liquoreux? Ça peut répondre à l'enjeu économique. Oui. Alors il y a une dimension réglementaire. Comment est-ce que ça évolue et comment... Oui, c'est pas évident en fait sur une même parcelle de faire des blancs secs et des liquoreux. Voilà, il faut choisir. Voilà. Les blancs secs, par exemple, à Sauternes, c'est du Bordeaux blanc sec. Ou éventuellement, ça va être du Grave blanc sec. Voilà. Mais c'est pas du Sauternes blanc sec, ça n'existe pas. Et pareil sur la rive droite de la Garonne. D'accord. Voilà. Donc il y a un choix qui doit être fait par les viticulteurs. Qui est fait en amont très tôt, en fait. En amont, c'est ça. Après, un viticulteur, il y a quand même... C'est un phénomène tellement naturel qu'on observe quasiment les parcelles qui évoluent de la même manière chaque année. Donc, on sait quelles sont les parcelles sur lesquelles on va faire des jolis tris, celles qui vont nous poser plus de difficultés. Enfin, voilà, il y a quand même tout un tas d'observations empiriques qui se continuent chaque année, qui vont être utiles. Effectivement, on pouvait croire qu'on pouvait décider au dernier moment de faire un blanc sec plutôt qu'un liquoreux. Alors après, il y a les plantes, celles qui sont les vignes en devenir. En général, c'est vrai qu'on ne va pas commencer les tris de liquoreux sur des très jeunes vignes en général. Voilà. On va plutôt faire des vins blancs secs. Oui. Voilà. Merci. Eh bien, je pense qu'on peut conclure et s'arrêter là. Voilà. Merci Philippe, en tous les cas, pour cette magnifique... magnifique présentation qui nous donne envie de boire j'allais dire un Doisy d'Aenne. Vous buvez tous un verre de Doisy d'Aenne ce soir ou un Château d'Yquem et nous en porterons tous bien et nous serons tous très heureux. Merci Philippe, en tous les cas, encore une fois, c'était vraiment très intéressant.